Bonjour à tous et bienvenue sur Memory on Air. Je suis John Edwin et à mes côtés, dans ma DeLorean façon fusée, j'ai le plaisir d'accueillir ma co-animatrice, Tikawo. Salut Tikawo. Salut John Edwin et bonjour à nos auditeurs. Très contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai vraiment hâte et très contente aussi d'être dans notre nouvelle fusée. Pareil. On a une discussion passionnante aujourd'hui pour notre deuxième jour à Vivatech, puisqu'on va revenir sur la conférence From Leo to Mars, Expanding Humanity's Horizon, à laquelle on a tous les deux assisté. Franchement, j'ai encore la tête dans les étoiles, et pleine de toutes ces idées et innovations. Oh, absolument! Quelle journée intense et inspirante! Il y a tellement de choses à digérer et à discuter. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, John Edwin? Écoute, ce qui m'a vraiment frappé d'emblée, c'est l'introduction de Barbara Belvisi, la PDG d'Interstellar Lab. Quand elle parle de pionniers des technologies de support de vie durable et de recréer des conditions parfaites pour que la vie prospère dans l'espace, ça pose tout de suite le cadre. On n'est plus dans la science-fiction, mais dans une réalité très tangible. Oui, tout à fait. Et sa vision de devenir multiplanétaire, d'étendre notre vie aux stations spatiales, sur la Lune et au-delà, c'est super ambitieux, mais aussi tellement nécessaire. Elle a vraiment souligné l'importance de développer des systèmes de biosphère intelligents. Exactement. Ça rejoint ce qu'elle a dit plus tard, sur la manière dont Interstellar Lab veut apporter un peu de vie terrestre dans l'espace, en se spécialisant dans les systèmes de culture de plantes contrôlés par IA. L'idée de recréer une biosphère, un écosystème en équilibre, c'est la clé pour des missions longues. Et c'est une excellente transition pour parler de Drew Feustel de Vast, l'astronaute de la NASA. Il a vraiment mis en lumière le virage historique que prend l'exploration spatiale. On n'a jamais vu autant d'investissements et d'activités pour que les humains restent en permanence dans l'espace 6. Oui, c'est fou. Et leur projet de remplacer l'ISS avec Haven d'ici 2026, c'est juste monumental. Il a insisté sur le fait que le prochain grand défi, ce n'est pas seulement d'aller dans l'espace, mais d'apprendre à y rester. Et l'idée de construire des habitats humains pour Mars, c'est carrément le futur. Complètement. Et j'ai adoré quand il a parlé de la façon dont ils allaient rendre ça possible, même pour des astronautes privés. Leur plan d'entraînement, réduit à environ 12 mois pour des missions de 10 jours sur Haven, est fascinant. C'est beaucoup moins que les 3 ans d'entraînement qu'il a eu pour sa mission Hubble. C'est une sacrée différence. Et ça, c'est grâce à l'automatisation accrue des systèmes. Ils créent un vaisseau spatial centré sur l'humain, ce qui permet aux astronautes de se concentrer sur la recherche plutôt que sur la réparation des systèmes. C'est ça qui rend le vol spatial significatif. Exactement. L'objectif ultime, comme il l'a dit, c'est que l'orbite terrestre basse devienne un secteur manufacturier, où l'on développe des produits bénéfiques pour les gens et la planète 14. C'est une vision économique très claire de l'espace. En parlant d'économie, Lucy Campagnolo, la PDG de Space Founders, a apporté une perspective très intéressante sur le rôle du capital risque. Elle a dit que l'essence du capital risque, c'est de soutenir des innovations moonshot, et que les projets comme ceux de Vast et Interstellar Lab sont parfaitement alignés avec cette mission. Oui, et elle a souligné que ces projets ne peuvent pas être réalisés sans beaucoup de petites entreprises, de composants, de semi-conducteurs, de panneaux solaires. C'est un aspect souvent oublié de l'effort spatial, mais c'est fondamental. C'est très vrai. Et elle a aussi mis en avant la question du risque. Comment prend-on le risque, en tant qu'investisseur, de soutenir un projet sur Mars ? C'est une vraie question, mais sa réponse, c'est qu'il faut le faire. Surtout avec un mélange de fonds publics et privés. Oui, et le fait d'avoir des astronautes au sein de ces entreprises, des gens qui ont vécu l'espace, c'est clé pour développer et tester des projets viables. Leur expérience est irremplaçable. Un autre point fort, c'est la discussion sur les modèles économiques. Barbara a parlé de la collaboration entre Interstellar Lab et Vast. Ils intègrent leurs solutions, commercialisent dans des missions ensemble, non seulement pour les agences spatiales, mais aussi pour les entreprises privées. C'est une approche très novatrice. C'est le fait de proposer des applications terrestres à des clients terrestres, mais avec un accès à l'espace via l'intégration de leur système. C'est vraiment un nouveau modèle d'affaires pour l'économie spatiale. Et Drew a renchéri, en expliquant que le mandat de la NASA depuis 10 ans est de favoriser une économie en orbite terrestre, basse et cislunaire. Avec les contraintes budgétaires de la NASA, des entreprises comme Vast veulent devenir des fournisseurs de services. Exactement. C'est ce qui crée de la compétition, des opportunités pour des technologies du monde entier, et ça génère des emplois et des dépenses. C'est une économie qui repose sur elle-même pour continuer à croître. C'est super stimulant. Mais Lucie a aussi abordé les défis. Elle a parlé des modèles économiques durables, de la complexité technique. Ce n'est pas facile de construire ces choses. Et surtout, du talent 24.
Il faut des gens motivés, qui partagent la même vision. Oui, ces 3 points sont cruciaux. Et pour finir, la prédiction audacieuse de Lucie, Woman on the Moon, c'est une vision tellement puissante pour la diversité et l'inspiration. J'ai adoré ça. C'est un message fort. Pour ma part, ma prédiction audacieuse serait que nous verrons l'utilisation de systèmes de propulsion nucléaire électrique pour des missions lointaines, notamment vers Mars. Excellente prédiction. Pour moi, c'est la continuation de la tendance des entreprises privées qui s'engagent dans des missions qui étaient auparavant le domaine exclusif des agences spatiales, comme aller sur la Lune. Eh bien, voilà, chers auditeurs, un aperçu de nos principaux takeaways de la conférence de Léo à Mars. C'était une discussion vraiment enrichissante et tellement passionnante. Tout à fait. On espère que ça vous a donné envie de vous plonger encore plus dans le futur de l'exploration spatiale. N'hésitez pas à partager vos propres impressions et takeaways sur nos réseaux sociaux. Merci Tikawo d'avoir partagé ce moment avec moi. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous sur Memory on Air. À très bientôt.